Pourquoi les hypersensibles ont souvent pas de mémoire de leur petite enfance? Pourquoi ils ressentent une anxiété régulière et pourquoi ils ont autant de mal à se réaliser dans la vie? Je suis Carole Le Picard, je suis chamane moderne et j'accompagne justement les hypersensibles à dépasser leur peur pour réaliser qui ils sont vraiment et devenir des phares d'un nouveau monde. C'est une vidéo qui me tient très à cœur aujourd'hui sur le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, je ne vais pas donner des grands principes sur l'importance d'aller à la rencontre de qui on est, ce qui est une évidence, mais je vais tâcher en fait de te donner une explication plus scientifique, une origine en fait qui va te permettre de comprendre pourquoi tu es bloqué dans ta vie. Et pour ça, je vais m'appuyer sur de nombreuses recherches que j'ai faites au niveau des neurosciences, ce qu'on appelle les neurosciences affectives. On parle beaucoup de neurosciences cognitives, voilà, la compréhension du cerveau. Il y a beaucoup de monde en fait qui s'occupe de ça, mais par contre, en France, le côté neurosciences émotionnelles, eh ben, c'est super rare en fait d'avoir des personnes qui s'occupent de cette partie-là. Et Catherine Guéguen est une des seules personnes qui est une psychiatre qui s'est vraiment concentrée sur ce sujet, et je m'appuie notamment sur ses travaux de recherche. Alors, je vais m'appuyer sur mes petites notes parce que c'est un peu complexe, je ne suis pas non plus experte, donc je préfère voilà, m'appuyer sur mes notes pour ne pas dire de bêtises. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà que l'enfant eh bien, est un être en construction et que son cerveau va se développer au fil des années par différentes étapes. Ça, c'est vraiment déjà hyper important. Et ce qui est important aussi, c'est qu'avant même qu'il naisse, l'environnement social, affectif de la vie intra-utérine et vraiment va agir en profondeur sur le cerveau, voilà, que ce soit au niveau intellectuel, donc du cognitif, sa capacité de mémoire, de l'apprentissage, et aussi bien sur la partie émotionnelle et affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que selon les conditions, ce qui se passe en fait à l'extérieur quand l'enfant est en gestation et dans le ventre de la mère, ça va avoir déjà un impact sur son évolution. Et c'est certainement pas un hasard si les hauts potentiels émotionnels ou les hypersensibles ont vécu, pratiquement tous, en tous les cas moi tous ceux que j'accompagne, c'est 100%, ont vécu des conditions dans un environnement plutôt de conflit, avec des parents qui étaient voilà, qui s'entendaient pas, ou voire même dans des situations de guerre ou ce genre de choses. Et ça a vraiment beaucoup de conséquences. Encore, et ça a des conséquences donc dans la vie intra-utérine, mais après évidemment. Donc ça va avoir des impacts sur le développement des neurones et des circuits neuronaux, sur la structure cérébrale, sur les connexions aussi entre les neurones et sur l'axe neuro-endocrinien qui régule le stress. Ça, je t'invite à le garder en mémoire sur le fait que, eh bien, s'il y a un stress à l'extérieur, ça va générer beaucoup de stress à l'intérieur et que ça va modifier certains gènes à l'intérieur. Et on sait aujourd'hui que ce qui est nécessaire au bon développement de l'humain, eh bien, c'est justement d'être dans une situation de non-stress, justement. Un calme, c'est important. L'ambiance, en fait, et là, on parle bien, tu vois, d'énergie déjà, d'empreinte énergétique qu'il y a à l'extérieur.
l'enfant y est super, super sensible. Et c'est d'ailleurs l'origine de l'hypersensibilité. Un hypersensible va devenir hypersensible parce que, en fait, il est très vite confronté à des environnements de stress. Ça, c'est vraiment une des conclusions à laquelle j'arrive et qui est fondamentale. Alors, l'autre chose qui est très importante, c'est le rôle des émotions. Les émotions, ça vient déjà dans la racine, c'est mover, il y a « mover ». Mover en espagnol ou en latin, je crois même, ça veut dire bouger. Et donc, les émotions sont capitales pour le développement de l'humain. C'est l'expression, en fait, des émotions qui nous renseignent sur nos besoins et nos souhaits profonds. Si tu es dans la joie, eh bien, tout va bien, la vie coule. Si tu es en stress, s'il y a des peurs, c'est qu'il y a des besoins qui ne sont pas des besoins justement fondamentaux de la pyramide de Maslow, qui ne sont pas remplis. Émotion agréable, la vie est conforme à nos souhaits. Émotion désagréable, il y a des besoins et des souhaits qui ne sont pas satisfaits. Et donc, quand un enfant pleure, il y a beaucoup de situations où, et d'ailleurs, moi-même j'ai entendu ça quand j'ai eu mes propres enfants, mes parents, mes sœurs me disaient « mais laisse-le pleurer, il fait de la comédie ». Quelle erreur! Quelle erreur! C'est une erreur fondamentale de croire qu'un enfant pleure pour le plaisir ou pleure pour emmerder le monde. Non, un enfant ne pleure que parce qu'il a un besoin profond qui n'est pas satisfait. Ce n'est ni bien ni mal, c'est juste à entendre, c'est juste à comprendre. Et souvent, si l'enfant pleure, c'est que justement, ça peut être simplement parce qu'il sent cette ambiance qui n'est pas saine, qui n'est pas dans la paix, et lui, il a besoin de calme, il a besoin de sérénité. Le problème, tu le comprends bien, c'est que la majorité des adultes, comme je te viens de dire, ne savent eux-mêmes pas dire en fait ce qu'ils ressentent, et ils ne voient pas que les émotions, c'est un GPS interne. Parce que justement, dans leur propre enfance, ils ont été humiliés, ils ont été punis, et du coup, quand il y a punition et humiliation, eh bien, l'enfant va se déconnecter de ses émotions. Et donc, du coup, l'adulte, une fois adulte, l'adulte ne peut pas, du coup, se connaître, en fait. Et puis, il ne peut pas évoluer, il va rester bloqué à un moment donné de sa vie, parce que, justement, il n'est pas dans le flux, en fait, de ses émotions. Les émotions ne le guident plus, il tourne en rond. Et l'autre conséquence super importante, c'est que dans la mesure où lui-même est coupé de ses émotions, quand un enfant va pleurer, eh bien, c'est comme si ça allait le mettre face à quelque chose que lui-même ne sait pas gérer. Il a mis ça sous le tapis et pourtant son enfant est en train de lui crier, en fait, de lui hurler dessus une part qu'il a complètement mis sous cloche. Et ça, c'est insupportable pour lui. Parce que quelque part, c'est comme un appel à dire, mais occupe-toi de moi, en fait. Les émotions, elles sont dans l'inconscient et elles ne demandent en fait qu'à être exprimées. Mais il y a une incapacité, une impuissance. Et donc, la seule chose que l'adulte va être en mesure de faire, c'est malheureusement de faire taire les émotions de son enfant. Et ça, c'est dramatique. Donc, c'est pour ça qu'elles sont jugées négativement, parce qu'elles sont le reflet d'une part qui n'arrive pas à gérer. Donc, l'adulte va demander à l'enfant d'arrêter de pleurer. Et encore une fois, on va répéter la non-connexion avec ses émotions. Et c'est d'ailleurs le fait que l'adulte ne sait plus exprimer en fait ses inquiétudes, sa tristesse, sa colère, que ça va générer du stress. Ça, c'est super important.
l'expression des émotions est très bénéfique à l'apaisement de la régulation du cerveau émotionnel. S'il n'y a pas d'expression, encore une fois, ça va générer le stress. Pourquoi? Parce que l'amygdale, et là on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de la construction du cerveau, l'amygdale, qui est une des zones du cerveau, c'est le centre de la peur. Elle permet la sécrétion des molécules de stress. C'est le cortisol et l'adrénaline, je crois. Et à chaque fois que l'on exprime des émotions, du coup, ça apaise l'amygdale et donc diminue le stress. Donc tu comprends bien que si on n'exprime pas les émotions, ça va activer au contraire le stress, développer. Moins tu exprimes les émotions, plus tu actives le stress. Et donc la connexion aux émotions est essentielle pour bien vivre, bien se connaître et faire des choix qui nous correspondent. Parce que, encore une fois, si tu n'es pas connecté à tes émotions, tu ne vas pas faire de bons choix. C'est ton mental qui va décider à ta place et le mental, lui, ne sait reproduire que des choses du passé. C'est Antonio Damasio, d'ailleurs, qui est directeur de l'Institut neurologique de l'émotion et de la créativité à Los Angeles, qui a été un des premiers chercheurs en fait sur cette question des émotions. Un de ses patients avait des lésions du circuit émotionnel. Il ne ressentait plus rien. Il avait un QI normal, mais il ne pouvait plus faire de choix. Trois choix capitaux étant le choix d'un conjoint, l'amour, le métier, la sécurité et le lieu de vie. Or, ces personnes pouvaient se retrouver à la rue alors qu'ils avaient un QI normal. Donc tu vois à quel point en fait s'occuper des émotions est capital pour réussir sa vie. Mais réussir sa vie, c'est-à-dire avoir un conjoint qui correspond à ton bien-être, choisir un métier qui soit aligné à tes valeurs et un lieu de vie aussi qui corresponde à ce dont tu as envie. Savoir gérer ses émotions, c'est une capacité, une fonction du cortex préfrontal qui permet la régulation de toute cette zone-là. Donc il y a l'amygdale, il y a aussi l'hippocampe. Et donc c'est toute la partie du cortex préfrontal qui va permettre la régulation des émotions. Que ce soit la peur, la frustration, la jalousie. Et donc, encore une fois, c'est cette part-là qui va nous permettre de nous calmer, de prendre des bonnes décisions, de ne pas fuir, de ne pas être sidéré, mais aussi de ne pas agresser. Savoir les nommer, permet encore une fois de prendre un peu plus de recul et donc du coup de gérer le stress. Alors, qu'est-ce qu'il est important aussi dans le lobe préfrontal? Le lobe préfrontal, il est inclus dans le néocortex et c'est le siège de la réflexion, du raisonnement, de la créativité. C'est aussi ce qui permet la résolution de problèmes, la planification, la conscience de soi et l'empathie. Le petit enfant, il faut bien comprendre, ne peut pas contrôler les émotions puisque sa structure, la structure et le réseau cérébral n'est pas suffisamment développé. La première partie du cerveau qui se développe chez l'enfant, c'est la partie du cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, c'est vraiment la partie archaïque, donc avec notamment l'amygdale et la peur. C'est ce cerveau archaïque, émotionnel, qui est la première partie, la partie du cerveau qui se développe de 0 à 5 ans. Et donc, ça c'est cette partie-là. Après, il y a le cortex orbitofrontal qui contrôle et régule les émotions. Donc ça commence à mûrir à partir de 5 à 7 ans. Et ensuite, on va avoir la maturation en fait du cerveau de la partie intelligence et donc le lobe frontal.
Donc c'est cette partie amygdale peur qui est la première à être développée. Alors que donc c'est celle qui justement est comme un peu le déclencheur, c'est un peu le déclencheur d'alerte, c'est tu sais, le truc de fumée là, le déclencheur de fumée. Eh bien ça c'est la première partie du cerveau qui se développe chez l'enfant. Mais l'enfant n'a pas en fait le mode d'emploi pour justement arrêter ça. La partie qui va apprendre à gérer les émotions, à prendre du recul et à justement pouvoir gérer en fait les émotions, c'est une partie qui va se développer qu'à partir de 5 ans. Donc c'est pour ça que l'enfant ne peut pas en fait stopper en fait ses émotions. Et il y a une énorme maltraitance, ça c'est vraiment important de comprendre que du coup c'est une énorme maltraitance que de demander à un enfant d'arrêter de pleurer ou d'arrêter d'être en colère. Il ne sait pas en fait, il ne peut pas contrôler. C'est à l'adulte justement de contrôler ses réactions pour permettre, et au contraire, l'adulte devrait être à l'écoute, comprendre, entendre le besoin qui n'est pas satisfait derrière en fait cette colère et derrière ces peurs ou cette tristesse. Et donc c'est ça qui va générer en fait des peurs incontrôlées, des angoisses, des chagrins et tout ça. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un enfant subit en fait des parents, comment dire, quand un enfant grandit avec des parents violents ou des parents défaillants, eh bien, il va se retrouver avec cette part du cerveau qui va être hyper réactive. C'est-à-dire que c'est comme si le signal d'alarme était tout le temps allumé. Et donc, c'est ce qui génère chez l'hypersensible une situation d'hypervigilance. Il est comme un animal qui est en état d'alerte permanent. Ça va générer d'ailleurs un stress permanent, c'est toujours là parce que justement il n'a pas été entendu, il n'a pas été reconnu, on n'a pas pris soin de cette part-là en fait dans son enfance. Et donc c'est ça aussi d'ailleurs qui va générer de gros problèmes physiques chez l'adulte comme un espèce de signal de dire mais voilà, je suis en état d'alerte permanent. Alors quels sont ces symptômes qui vont se développer à force justement d'avoir cette hypervigilance permanente? Eh bien, on va avoir des problèmes de tension, on va avoir des problèmes d'ulcères, on va avoir des problèmes de thyroïde, parce que cette partie de l'amygdale, elle gère aussi, c'est toute la partie instinctive qui gère aussi les fonctions de respiration, les fonctions de digestion. Donc c'est aussi, on va avoir aussi des problèmes de sommeil parfois, on retrouve des problèmes alimentaires parce que en fait toute cette fonction-là, toute cette partie-là du cerveau, eh bien elle n'est pas, elle est comment dire, surréactivée et elle n'est pas apaisée. Et donc voilà, on va avoir aussi des maladies auto-immunes, on va retrouver des problématiques de migraine, et puis aussi des problèmes gynécologiques du style fibrome, endométriose, kyste, voilà, ce genre de situations qui vont être la cause finalement d'un surstress permanent. Alors, donc ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que un enfant qui a eu un environnement avec des attitudes douces, chaleureuses, des tons de voix calmes, un regard compréhensif, eh bien va permettre en fait au cerveau de se développer normalement, avec donc du coup qui va donner une capacité à gérer les émotions
normale et une capacité aussi à gérer ses impulsions. Ça, c'est voilà, tout ça, c'est un adulte, ça va faire un adulte équilibré, capable justement de prendre des décisions, de prendre des risques. Voilà, il va grandir normalement. En revanche, un enfant qui est, alors je dis terrorisé, mais maltraité en fait par l'adulte, ça peut être de la manipulation et ça peut simplement être avoir des yeux, de faire des grands yeux, des parents durs, des parents qui vont hausser la voix, qui vont être dans le côté aussi, voilà, qui ne va pas laisser la place aux émotions. Eh bien, ce sont des enfants qui plus tard, ça va donner des adultes avec un cerveau qui n'est pas développé correctement. Et donc, va pas y avoir des bonnes connexions neuronales et va y avoir, ça va donner des corps calleux. Résultat, mauvaise gestion des émotions, déni des émotions, déni, mais moi j'ai envie de dire, c'est pas vraiment de déni, c'est on n'est plus en connexion avec nos émotions. C'est voilà, on est coupé de notre corps en fait. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre, avec souvent d'ailleurs des réactions violentes, parce que on n'est plus en connexion, on ne sait plus distinguer les états de peur avec les états normaux. Et donc ça nous met dans des situations de violence, des réactions violentes et on ne veut pas ça, mais c'est plus fort que nous en fait. C'est une part instinctive que l'on n'arrive pas à gérer en fait. Et donc ça fait des adultes violents, alors soit terroristes, soit des parents violents, soit des parents ou des adultes, soit des adultes violents, soit des adultes dépressifs. Parce que quand on a vécu la violence, on n'a pas du tout envie de le reproduire. Et donc, quelque part, on va essayer d'endormir au maximum ces émotions, cette agressivité. Et c'est ça qui va souvent nous conduire aussi à des addictions. Parce que c'est un moyen justement de faire taire en fait cette part-là. Parce que de manière instinctive, ça va générer des crises d'angoisse, de l'hypervigilance. Et on ne sait pas non plus gérer les liens affectifs. Parce qu'il n'y a pas de possibilité, en fait, on est coupé en fait du lien empathique, de la compassion, ou alors c'est trop, on ne fait pas la distinction. Et d'ailleurs, c'est ce qui génère aussi, on devient la cible aussi de personnes de type pervers narcissique, parce que les pervers narcissiques, ils ont ce don de prendre soin de nous, d'être gentil, de nous faire des compliments. Et donc, comme c'est le besoin le plus profond, en fait, pour nous aider, en fait, à calmer notre partie émotionnelle, on va plonger dedans. Et comme on n'a pas le bon radar, le bon GPS pour faire la distinction entre, quelque part, les bons et les mauvais, on est souvent amené à vivre, en fait, des situations où on va devenir la proie en fait à ces abuseurs, parce que en plus c'est la répétition en fait de ce qu'on a vécu dans l'enfance. Donc pour nous c'est notre zone d'habitude, c'est ce que l'on connaît, et il va falloir le revivre justement pour pouvoir en sortir. Alors ça c'est la partie du cortex orbitofrontal. C'est la partie, c'est ce qui entre en jeu dans le processus des décisions. Et parce qu'il est actif dans les émotions et le système de récompense, le cortex orbitofrontal est souvent considéré comme faisant partie du système limbique, fondamental dans la relation d'autrui. Et donc, comme cette partie-là aussi ne se développe pas correctement, la capacité d'empathie, elle est trop, soit pas assez. La régulation des émotionnels, c'est le bordel. D'émotions, des sens éthiques, c'est pas toujours facile.
aptitude à la prise de décision archi nulle. Voilà, et donc tous les dysfonctionnements émotionnels sont localisés justement dans ce cortex orbitofrontal. Ça, c'est vraiment important. Donc un enfant qui n'est pas compris finalement devient un adulte handicapé émotionnellement. Quand l'adulte ne comprend pas l'enfant, arrête, par exemple quand tu as dû entendre, mais arrête de faire des comédies. Quand un parent se fâche, agresse, se met en colère, punit l'enfant, quand l'adulte crie, ne supporte pas les pleurs de l'enfant, alors il va transmettre son angoisse, sa colère à l'enfant. Et du coup, il retarde l'âge de raison en empêchant cette partie orbitofrontale de se développer et de se maturer. Ça, c'est... c'est ce qui fait d'ailleurs, à mon sens aussi, mais on va peut-être pas pouvoir tout développer, mais c'est quelque part cette sensation qu'on n'est pas complètement adulte qui fait qu'il y a ce sentiment en fait d'imposteur, parce qu'on sent qu'à l'intérieur de nous, on se sent un peu comme un petit enfant et on ne se sent pas complètement adulte en fait. Ça, c'est vraiment important. Donc, j'avais envie d'aller un petit peu plus en profondeur pour te faire comprendre l'amygdale cérébrale qui est le siège de la peur. C'est donc une petite zone qui fait partie du circuit émotionnel. Et comme, quand on parle d'amygdale, c'est pas les amygdales qui sont dans la gorge, hein, c'est une part du cerveau, hein, c'est une autre sorte. Donc, dans notre cerveau, il y a 2 amygdales. Elles sont situées tout près de l'hippocampe, donc dans la partie frontale du lobe temporel. Elle est essentielle à notre capacité de ressentir et de percevoir chez les autres certaines émotions. Alors, c'est là où on voit justement la source de l'hypersensibilité. Et c'est là où je trouve hyper intéressant en fait. C'est-à-dire que c'est parce que justement on a activé la peur très rapidement que ça va stocker en fait tes souvenirs inconscients et que à la fois ça va à la fois être un poison pour le cerveau immature de l'enfant car il n'a pas la capacité d'apaiser la peur, il va pas être en capacité ni de comprendre ni de nommer les émotions et donc du coup il va les stocker comme une espèce de bibliothèque. Et donc du coup, c'est aussi cette part-là qui va justement permettre un surdéveloppement, une hypersensibilité du côté sensoriel. Voilà, ça c'est finalement et ça c'est le cadeau en fait. C'est le cadeau lié à ton histoire que tu vas avoir des sens très très développés justement pour compenser justement cette suractivité de cette part cérébrale. L'hippocampe, c'est la mémoire à long terme et c'est aussi la zone de l'apprentissage. Et comme l'hippocampe, c'est la mémoire consciente à partir de 3 à 5 ans. Et elle fabrique des neurones tout au long de notre vie. Et le stress détruit... Oups. Pardon. Mon téléphone s'est cassé la figure. Le stress détruit les neurones dans l'hippocampe chez l'enfant. Il l'empêche donc d'apprendre correctement à cause du cortisol. C'est là où on trouve aussi la source des TDAH. Bah oui, tu comprends bien que s'il y a eu un environnement de stress, ou simplement aussi parce que les enfants, on est issus de gènes, hein, et donc voilà, il y a la mémoire génétique en fait, et donc qui va faire que l'enfant peut avoir hérité aussi du stress de ses parents qui n'a pas été géré. Et puis, les parents, du coup, tu comprends bien que les parents qui ont vécu du stress deviennent des parents quand même violents.
Et donc du coup, c'est ça qui va développer finalement des problématiques de TDAH. Et donc le cortisol, il active l'amygdale, le centre de la peur, et il altère l'hippocampe. Donc c'est pour ça qu'il y a souvent chez ces enfants qui ont été confrontés, encore une fois, à une violence physique, psychologique ou simplement morale, un problème de mémoire à long terme et des difficultés en fait d'apprentissage. L'enfant mémorise dans son inconscient la peur et l'angoisse, mais n'enregistre rien dans l'hippocampe. Et donc, il faut comprendre que, alors, quelle est la solution ? Eh bien, la solution, c'est ça qui est, je trouve génial, la solution, c'est le maternage, c'est le fait de prendre soin, justement, il va falloir sécuriser. Et quand on commence à prendre soin, justement, eh bien, de toi, quand on commence à t'écouter, à te reconnaître et être en capacité justement à retrouver ce lien humain profond, eh bien, ça va favoriser en fait le développement de l'hippocampe. Et donc, ça va, fur et à mesure, eh bien, permettre de baisser en fait le stress. Donc, si la mère encourage, soutient l'hippocampe, eh bien, l'hippocampe augmente en fait le volume qui a des capacités d'apprentissage optimum. À l'inverse, l'humiliation verbale ou physique réduise en fait l'apprentissage. Parce que tu comprends bien que si tu as peur, eh bien, tu ne peux pas penser. Ou en tous les cas, tu ne peux pas raisonner plutôt. Tu peux penser, au contraire, il y a c'est plutôt des souvenirs de l'ancien en fait qui ne fait que tourner, mais tu ne peux pas raisonner, tu ne peux pas te focaliser, tu ne peux pas te concentrer. C'est vraiment ça. Et j'aime bien moi indiquer l'image, un peu ça comme une image que tu vois sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Quand tu as des applications ouvertes, eh bien ça turbine. Eh bien c'est ça en fait. Quand tu as été confronté à des situations violentes, eh bien il y a toujours, tant que justement tu n'as pas mis tout ça à plat, eh bien il y a toujours en fait ce cerveau qui carbure. Alors je vais arrêter là parce que c'est une vidéo qui est quand même très longue, mais ce qui est hyper important de comprendre, c'est que eh bien moi j'ai été confrontée en fait à ces situations vraiment de violence psychique, physique, morale, de peur. J'ai hérité aussi de traumatisme en fait de ma mère, de traumatisme transgénérationnel, et j'ai été confrontée très régulièrement à des chocs, du stress en fait traumatique. Et pourtant, j'ai réussi justement à m'en sortir par justement à la fois un travail de mise à plat et mise en lumière de tout ce qui s'était passé en fait dans mon enfance, et pas à travers 3 ans de thérapie, mais grâce à des méthodes et à mes recherches, ça m'a permis en fait de mettre en lumière en fait toutes les origines en fait de ce qui s'était passé. Et une fois que j'ai mis tout ça à plat, eh bien ce qui était super pour moi, ce qui était super important, c'est de comprendre que tout ça a un sens. Tu n'as pas été né dans des situations terribles comme ça pour rien. Tu as fait ce choix d'incarnation et tu as choisi cette famille défaillante justement pour en sortir et démontrer aux humains que c'était possible, que c'était pas fatal, que c'était pas un fatalisme, que la souffrance n'était pas une fin en soi, que c'était pas la normalité et que justement il y avait d'autres modèles. Et toutes les personnes que j'accompagne, tous les hypersensibles,
ont des dons à apporter, ce don justement de retrouver en fait avec ce tronc commun qui est une relation profondément humaine. Parce que quand on a été profondément blessé dans notre fort intérieur, eh bien on n'aspire qu'à des relations de paix, de coopération. Et donc on apprend justement à détecter les personnes toxiques, des personnes qui sont bienveillantes, et on œuvre justement, on se met au service des personnes qui sont comme nous, qui souhaitent justement développer des compétences, se réaliser dans la vie. Et l'enjeu, c'est justement de contribuer et de participer à un nouveau monde. Parce que nous sommes dans une phase vraiment de changement de paradigme. On y croit, on n'y croit pas, pour moi c'est une évidence. Le système actuel est en train de s'écrouler et on est dans l'ère on est vraiment dans l'apparition d'une nouvelle ère, sauf que tant que si personne ne se met en chemin, eh bien, ça dépend de chacun d'entre nous que de faire le choix de dire non, je ne contribue plus à ce nouveau monde, à cet ancien monde, et quelque part, je cautionne ça parce que tu comprends que le fait, toi tu es une personne qui est bienveillante, qui a vraiment beaucoup de valeurs, qui est très humaniste, aussi utopiste, mais très humaniste. Et si tu continues à participer à ce jeu défaillant quelque part, eh bien, tu lui donnes de la valeur, puisque toi, tu as de la valeur. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, il faut arrêter, pour moi, d'alimenter ce jeu-là, parce que tu n'es pas à ta bonne place, tu te travestis, alors que ta place, elle est justement dans la création du nouveau monde. Alors évidemment, tu vas te confronter à ta peur la plus profonde. Tu comprends bien que, oui, quand tu étais né, tu as compris avec toute mon explication sur le cerveau que tu as ce cerveau à l'intérieur de toi, une peur qui est surréactivée. Sauf que c'est là où il va falloir bien comprendre la distinction, que ces peurs, elles sont issues de ton enfance. Elles ne sont pas la réalité de ta vie aujourd'hui. Et qu'au contraire, plus tu fais preuve d'audace, que tu vois en fait, que tu comprends que la peur que tu ressens n'est pas la peur d'aujourd'hui, mais la peur d'hier, eh bien tu y vas et du coup, tu commences à vraiment comprendre la magie de la vie. C'est l'enjeu en fait, et c'est là où on devient conscient, c'est là où on fait la distinction entre ce que nous dit notre mental, ce que l'on peut ressentir de la peur et finalement la réalité. La réalité, elle est en réalité complètement autre, et que quand tu sautes dans le vide, que tu ne donnes plus la voix en fait à cette peur, mais que plus ça va et plus tu te concentres sur l'amour, parce que c'est ça en fait qui va faire de toi un nouvel humain, eh bien tu vas vivre vraiment des choses merveilleuses, et ta vie va, là tu comprends que du coup tu vas vers des émotions positives, mais c'est un choix en fait. Et suivre ton cœur va devenir en fait ta nouvelle nature. Et que plus tu vas suivre ton cœur et non pas ta peur, et plus ta vie va vraiment changer du tout au tout. Voilà, ça c'est vraiment, mais il faut le vivre en fait pour le croire. Je peux t'assurer que c'est du réel, c'est pas juste des mots, c'est pas juste des beaux principes. Moi, je l'ai mis dans la matière, j'ai quitté un job de CDI, j'ai quitté tout mon côté sécurisant, parce que pour moi, rien n'était plus important que ça en fait. Je me suis reconnectée à mon âme, à mon cœur, et j'ai compris que en fait,
le but de la vie, c'était la réalisation de soi. Rien d'autre. Mais la réalisation de ce que ton âme veut, en fait, justement de cette création de nouveaux mondes, c'est tout. On n'est pas là, en fait, pour gagner de l'argent. L'argent ne va pas partir avec nous dans la tombe. On n'est pas là pour posséder. C'est que des conneries, tout ça. C'est le système qui essaie de t'aliéner, en fait. C'est de t'enfermer dans toujours gagner plus et te mettre au service de tous ces systèmes à la con. Non, ta vraie vie, elle est de t'épanouir, d'être heureux. Alors, ça peut paraître voilà, perché, et pourtant, c'est la réalité. Voilà, donc merci en tous les cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à me faire des commentaires et si tu sens en fait l'appel, eh bien n'hésite pas à t'inscrire aussi pour en savoir plus. Je t'offre une première séance où on échange justement sur là où tu en es, ce que tu veux et je t'explique le programme, le phare que j'ai mis en place qui dure 3 mois, c'est pas 5 ans, c'est 3 mois, hyper intensif, hyper transformateur, qui va te permettre vraiment de voler de tes propres ailes, de devenir toi, d'oser être toi, de ne plus avoir peur de qui tu es et d'arrêter en fait d'être quelqu'un ou quelque chose que tu n'es pas. Voilà, à bientôt.